J'ai conduit pendant 2 heures sous une pluie verglaçante pour surprendre mes parents pour le réveillon de Noël. Ma sœur a entrouvert la porte et a dit, c'est un peu réservé à la famille proche uniquement. Je suis simplement reparti en voiture. De retour à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fermé tous les comptes qui portaient mon nom. À l'aube, la discussion de groupe familial s'est enflammée. Je n'avais dit à personne que je venais. Je voulais que ce soit une surprise. Pour une fois, je voulais être la personne qui arrivait avec quelque chose de significatif. Pas cher, pas accent grave-l'œil, juste quelque chose qui montrait que je pensais à eux. J'ai commencé à planifier début décembre. J'ai même fait une petite liste de contrôle dans mon application de notes. Pour maman, j'ai acheté une douce écharpe verte dans une petite boutique en ligne, sa couleur préférée. Pour papa, un nouveau thermos en acier inoxydable avec un couvercle verrouillable, parce que celui qu'il utilisait pour le travail fuyait toujours dans sa mallette. Pour les enfants de Chloé, j'ai choisi un sweat à capuche avec des dinosaures et un jeu de puzzle pour débutants qui s'illumine une fois terminé. Je sais ce qu'ils aiment. Je suis attentive. Pour le mari de Chloé, j'ai ajouté une paire de gants en tricot et une bouteille de sauce piquante que j'ai trouvée sur un marché de Noël. L'étiquette disait, ridiculement épicé, et arborait un crâne en flammes. Cela semblait être le genre de choses dont il se vanterait. Les cadeaux n'étaient pas chers, mais j'ai pris du temps pour chacun d'eux. J'ai tout emballé moi-même, juste du papier craft et de la laine au lieu de ruban. J'ai dessiné des petites étoiles sur les étiquettes. J'ai même écrit un petit mot pour chaque cadeau, en essayant de le rendre personnel. Ma colocataire m'a aidé à charger les sacs dans mon coffre le matin du réveillon. Elle savait que j'étais excité, même si j'essayais de le cacher. Je lui ai dit que je serais probablement de retour le lendemain, peut-être le 26, en fonction de comment les choses se passeraient. Le trajet aurait dû prendre 2 heures. Il en a fallu près de 3h30. La pluie verglaçante a commencé juste au moment où je suis entré dans les Ardennes. Mes essuie-glaces menaient un combat perdu d'avance contre la glace, et j'ai dépassé au moins 2 voitures dans le fossé. Je me suis arrêté une fois pour de l'essence et un café, je suis resté assise dans la voiture pendant 5 minutes avant de reprendre la route. Pendant tout le trajet, j'imaginais l'expression de leur visage quand ils me verraient. Je n'étais pas rentré à la maison l'année dernière, ni l'année d'avant. Cette fois, je voulais leur montrer que je tenais toujours à eux, que j'essayais toujours. Quand j'ai finalement tourné dans leur rue, les maisons brillaient de guirlandes lumineuses et de couronnes. La neige s'était accumulée en tas moelleux le long du trottoir. On aurait dit une carte postale. J'ai laissé les sacs dans la voiture 1 minute et je me suis dirigé vers le porche avec juste mon sac à main. J'ai sonné. Je pouvais entendre la télévision à l'intérieur, quelqu'un qui riait, le bruit du papier cadeau qui se froissait. Pendant 1 seconde, tout semblait normal. Je souriais déjà. Puis la porte s'est entr'ouverte. Chloé se tenait là. Elle m'a regardé comme si j'étais l'invité inattendu, comme si je venais d'interrompre quelque chose de sacré. C'est un peu réservé à la famille proche uniquement. Au début, je n'ai même pas compris ce qu'elle voulait dire. J'ai regardé par-dessus son épaule, j'ai vu mes parents assis sur le canapé, en train de rire. Mon père tenait une assiette de nourriture. Ma mère buvait dans l'une des tasses que je lui avais envoyées le Noël précédent. Je lui ai demandé de quoi elle parlait. Elle l'a simplement répété, plus bas cette fois. Pas en colère, juste dédaigneuse, comme si j'étais une voisine qui passait pour déposer un prospectus. Derrière elle, personne ne m'a remarqué. Personne n'a même regardé vers la porte. Il ne leur est venu à l'esprit à aucun d'eux que j'avais peut-être conduit des heures sous une tempête pour être là. Que je voulais peut-être me sentir à nouveau faire partie de quelque chose. Je suis retourné à la voiture. Mes mains tremblaient quand j'ai attrapé les sacs. J'ai descendu la rue en voiture, je me suis garé sur le parking d'un carrefour et je suis resté assise là pendant un long moment. J'ai réfléchi à ce que je devais faire. J'ai pensé à laisser les cadeaux sur leur porche. J'ai pensé à envoyer un message à quelqu'un pour lui demander de sortir et au moins de les prendre. Puis j'ai mis les sacs dans le coffre et je suis rentré chez moi. Il neigeait encore quand je suis arrivé à mon immeuble. Je n'ai pas enlevé mon manteau. Je suis allé directement à mon ordinateur portable et j'ai commencé à fermer des choses. Tous les comptes partagés, les services de streaming, les listes de courses, le compte Amazon Prime que je payais pour toute la famille. J'ai révoqué l'accès au compte Wi-Fi que Chloé utilisait à son bureau. Je les ai désabonnés de mon abonnement de livraison de courses.
Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai envoyé ni message ni avertissement. J'ai simplement coupé les ponts. Le matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Chloé a demandé où j'étais parti. Maman a envoyé une série de messages pour savoir si j'allais bien et si je venais toujours. Mon père m'a envoyé un autocollant Facebook d'un chat grognon tenant une pancarte qui disait « Les vacances, n'est-ce pas ?» Il n'avait aucune idée. Il pensait que je boudais, que j'étais sensible, que je prenais quelque chose trop à cœur. Il ne savait pas que c'était le début de quelque chose dont il ne se remettrait pas. Et il ne s'attendait certainement pas à ce que j'allais faire ensuite. Le matin de Noël était d'un calme plat. Je me suis réveillé vers 7 heures et je suis resté allongé à regarder le plafond, n'écoutant rien. Pas de bruit de papier cadeau, pas d'odeur de brioche à la cannelle, pas de bruissement d'enfants essayant de se faufiler en bas. Juste le silence et le bourdonnement occasionnel de mon téléphone qui s'allumait avec d'autres messages que je refusais de lire. J'ai préparé une seule tasse de café, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé la neige tomber. Je n'avais pas allumé le chauffage la nuit dernière, donc l'appartement était encore froid. J'aimais assez ça. Ça me semblait approprié. Les sacs de cadeaux étaient toujours là où je les avais laissés, près de la table de la cuisine, à moitié recouverts d'un vieux plaid. Je n'arrêtais pas de penser que je devrais peut-être les descendre dans le hall, les laisser pour que quelqu'un d'autre les trouve. Peut-être un voisin, peut-être un inconnu, peut-être personne. À 10 heures, mon téléphone avait sonné au moins 7 fois. 2 messages vocaux de maman, un de papa. Puis des allers-retours. Je ne les ai même pas vérifiés. Je suis resté assise sur le canapé, une couverture enroulée autour de mes épaules, sans regarder la télévision qui passait le même téléfilm de Noël de M6 depuis minuit. Mais vers midi, quelque chose a changé. Un dernier message vocal. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à l'écouter. C'était peut-être la façon dont la voix de maman s'est brisée quand elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle ne voulait pas que la journée se termine comme ça, qu'ils arrivaient. À 13h07, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai regardé par le Judas et je suis resté là une seconde. Mes parents, sans Chloé, juste eux. J'ai ouvert la porte, sans rien dire. Ils avaient l'air fatigués, et pas seulement à cause du trajet. Maman serrait un sac de courses contenant quelque chose enveloppé dans du papier d'aluminium. Papa tenait un poinsettia de supermarché dans une main et ce qui ressemblait à une tarte congelée dans l'autre. Aucun d'eux ne semblait savoir quoi dire. On voulait juste te voir, passer la journée ensemble, même si c'est comme ça. Je les ai laissés entrer. Ils sont entrés dans l'appartement comme en terre sainte, comme si c'était celui de quelqu'un qu'ils n'avaient pas vu depuis des années. Ils se sont assis sur le bord du canapé, regardant les petites choses auxquelles ils n'avaient probablement jamais prêté attention auparavant, les photos sur le mur, le minuscule faux sapin dans le coin que je ne branchais jamais. Maman a commencé avec les excuses habituelles. Chloé ne nous a rien dit. On ne savait pas. Tu sais, on aurait. Elle laissait souvent ses phrases en suspens, touchant sans cesse l'ourlet de son pull. Papa est intervenu quelques fois pour la soutenir, mais il ne m'a pas regardé dans les yeux avant bien plus tard. Je n'ai pas répondu à la plupart de ses propos, je suis restée assise là, les bras croisés, attendant de voir jusqu'où ils iraient. Finalement, maman a demandé si elle pouvait mettre le gratin au four. J'ai hoché la tête. Papa a allumé la télévision et a coupé le son. C'était notre Noël. 3 personnes assises dans une pièce pleine de non-dits, regardant un film muet, prétendant que c'était encore une fête. À un moment donné, je me suis levé, je suis allé à la cuisine et j'ai sorti les sacs de cadeaux de sous la couverture. Je les ai posés devant eux sans un mot. Ils les ont ouverts lentement. L'écharpe, le thermos, les petits mots que j'avais écrits. Ils ont lu chacun d'eux, l'air confus, puis touché. Maman a eu les larmes aux yeux en lisant le sien. Papa n'a pas dit grand-chose, mais il tenait le thermos comme s'il n'en avait jamais vu auparavant. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Je n'ai pas répondu. La journée s'est écoulée ainsi, lentement, prudemment, comme si aucun de nous ne savait comment parler sans déclencher quelque chose. Mais alors que l'après-midi s'étirait en soirée, ils sont devenus plus à l'aise. Maman a proposé de faire du chocolat chaud. Papa a fait une blague sur un des voisins du couloir qui ronflait dans l'ascenseur. C'était presque normal, mais à la manière de quelqu'un qui jouerait la comédie de la normalité. Puis le changement s'est opéré. Ils ont commencé à poser des questions sur les comptes. Chloé nous a dit que certains trucs ne fonctionnent pas. Le Netflix,
l'Amazon. C'est juste un bug, a demandé papa nonchalamment. Je n'ai pas bronché. J'ai juste dit, non, ce n'est pas un bug. Ils se sont tus, puis ont commencé à parler de la difficulté de l'année. Du fait que Chloé a maintenant 2 enfants et a besoin d'aide. Du fait qu'ils n'avaient pas réalisé que je me sentais si distante et que nous pouvions arranger ça ensemble. C'est là que j'ai compris pourquoi ils étaient vraiment venus. Ce n'était pas seulement pour Noël. C'était pour me récupérer. J'étais la poutre de soutien qu'ils ne voulaient pas perdre. Je n'ai pas dit grand-chose, mais je leur ai dit que j'y réfléchirais. Que je pourrais peut-être remettre les choses comme elles étaient. Peut-être. Ils avaient l'air soulagés, presque victorieux. Maman m'a serré fort dans ses bras avant d'aller se coucher dans la chambre d'amis. Papa a demandé si j'avais une couverture supplémentaire et a dit qu'il dormirait sur le canapé. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Pour la première fois de la journée, je me suis laissé croire que j'avais peut-être fait quelque chose de bien, que c'était peut-être comme ça que les choses s'amélioraient. Que l'amour était peut-être quelque chose que l'on pouvait regagner avec du temps, du silence et des efforts. Mais j'aurais dû me méfier. Le 26 décembre n'était pas encore arrivé. Et c'est ce jour-là que tout a de nouveau volé en éclats. Ils sont partis comme des voleurs. Je n'ai pas entendu un mot, juste le léger grincement du plancher près de la porte d'entrée et un clic doux lorsqu'elle s'est refermée. Pas de mots sur la porte de ma chambre. Pas de coup à la porte, pas de « merci de nous avoir reçus ». Quand je me suis finalement levé vers 9 heures, le salon semblait intact, comme s'il n'avait jamais été là. La couverture pliée sur le canapé. La bouteille de vin à moitié vide toujours sur le comptoir. Le poinsettia de supermarché qu'ils avaient apporté était posé sur le rebord de la fenêtre comme s'il avait été abandonné. Leurs chaussures avaient disparu. Le plat à tarte avait disparu. Même les tasses utilisées étaient lavées et retournées près de l'évier, comme une sorte d'offrande de paix silencieuse. Il y avait un mot, cependant, sur le comptoir. Merci de nous avoir laissé passer Noël ensemble. On t'aime. Continuons d'avancer, maman et papa. Encore cette phrase, avancer. Elle signifiait toujours la même chose, ne parlons pas de ce qui s'est réellement passé. Sautons la partie où quelqu'un prend ses responsabilités. Faisons juste une réinitialisation comme si rien ne s'était cassé. Je n'ai pas touché le mot. J'ai préparé du café et je me suis assise sur le bord du canapé avec la télévision éteinte. Pas de son, pas de lumière, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le souvenir de leur voix résonnant dans l'appartement, prétendant que les choses étaient arrangées. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise comme ça, mais à 10h14 du matin, tout a basculé. Mon téléphone a vibré. C'était Chloé. Le message était court, désinvolte, comme si elle écrivait à quelqu'un avec qui elle bavardait tous les jours. Elle a écrit « Maman, Sophie a vraiment cru à tout ça. Oh mon Dieu, on mérite un Oscar. » Elle est tellement paix de naïve, puis le message a disparu. Supprimé, mais pas assez vite. J'ai vu le message en entier. J'ai fait une capture d'écran avant même que mon cerveau ne traite ce qu'elle avait fait. Son nom, sa photo de profil, ses mots. Clair comme de l'eau de roche. Elle pensait envoyer un message à quelqu'un d'autre. Probablement maman. Peut-être son mari. Peut-être l'une de ses fausses amies. Mais il m'est parvenu. Je l'ai juste regardé, le cœur battant, sans même scier. Ils étaient venus ici pour jouer la comédie. Les câlins, les cadeaux, les excuses soigneusement minutées, les « tu nous manques ». Rien de tout cela n'était réel. C'était un scénario, et j'étais l'idiote dans le public qui applaudissait à la fin. J'ai appelé maman. Elle a décroché immédiatement. Sa voix était déjà tendue, comme si elle savait ce qui allait arriver. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste lu le message de Chloé à haute voix, lentement, en m'assurant qu'elle entende chaque mot. Elle est restée silencieuse. Puis elle a essayé. A dit que Chloé ne le pensait pas comme ça. A dit que c'était une blague. A dit que c'était juste la nervosité, qu'ils étaient soulagés que je me sois enfin ouverte et que c'était sorti de travers. Elle a recommencé avec cette fausse inquiétude, cette voix tremblante qu'elle utilise quand elle essaie de diriger la conversation. Je l'ai interrompue. Je lui ai dit que c'était fini. Plus d'argent, plus de comptes, plus de soutien à la famille. Elle a demandé ce que cela signifiait. Je lui ai dit de se débrouiller,
Tout comme je devais le faire à chaque fois qu'ils me laissaient de côté ou s'appuyaient sur moi quand cela leur convenait. Elle a commencé à s'agiter. A dit qu'il reviendrait, que nous pourrions parler en personne. Qu'une seule erreur ne devrait pas annuler tout ce que nous venions de construire. Elle a même dit qu'elle apporterait les biscuits que j'aimais, comme si cela pouvait tout arranger. Je lui ai dit non, que je ne recommencerai pas ce jeu. Puis j'ai raccroché, je l'ai bloqué. Ensuite, j'ai bloqué Chloé. Son numéro, son Instagram, son Facebook disparu. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai tout revu. J'ai supprimé l'accès de Chloé à l'archive de photos de famille dont je payais le stockage. J'ai supprimé leur accès au calendrier Google que nous utilisions pour tout coordonner. J'ai même désabonné l'identifiant familial partagé de l'application de livraison de courses qu'ils utilisaient tous. Puis, ce soir-là, un courriel de papa est arrivé. Il ne m'envoie jamais de courriel. L'objet était vide. Le corps du message ne contenait qu'une seule phrase, « Tu ne le penses pas. » Parlons-en. Je n'ai pas répondu parce que je le pensais vraiment. Et pour une fois, je ne me demandais pas si j'étais trop dur. Pour une fois, je n'essayais pas de calculer comment être la personne la plus mature. J'ai simplement laissé les choses se terminer. Je suis resté assise là, dans le calme, et j'ai réalisé que je n'attendais plus qu'ils arrangent les choses. Ils n'avaient jamais eu l'intention de le faire. Le 27 décembre est passé dans un silence total. Pas d'appel, pas de suivi, rien de maman, rien de papa. Chloé avait complètement disparu. Pas un seul message de la discussion de groupe familial. C'était comme si toute la famille s'était cachée, espérant que je me calmerais et qu'ils pourraient revenir comme si de rien n'était. Mais je ne me calmais pas. J'ai passé la journée à retirer de mon espace tout ce qui me rappelait à eux. J'ai mis en boîte les verres à vin qu'ils avaient utilisés, j'ai jeté le poinsettia desséché, j'ai même jeté le mot que maman avait laissé sur le comptoir sans le relire. J'ai javelisé le comptoir et j'ai brûlé la bougie qu'ils m'avaient offerte l'année dernière dans une vaine tentative de connexion. Mais le lendemain matin, le 28 décembre, j'ai reçu un appel de tante Valérie. Nous nous parlons à peine. C'est la sœur aînée de ma mère, le genre de femme qui organise des barbecues parfaits et signe chaque carte d'anniversaire avec « Amour et lumière ». Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'1 an. Alors, quand son nom est apparu sur mon écran, je l'ai fixé pendant au moins 10 secondes avant de répondre. Elle n'a pas commencé par « Bonjour ». Elle a juste demandé ce qui diable s'était passé à Noël. Je n'ai pas dit grand-chose au début, j'ai juste écouté. Apparemment, maman avait envoyé un message à la famille élargie 2 nuits auparavant, disant que je m'étais, à nouveau coupé du monde, et que j'avais des difficultés émotionnelles, pendant les fêtes. Elle a fait en sorte que j'ai l'air instable, comme s'ils avaient tout fait pour m'inclure et que j'avais simplement rejeté l'amour qu'ils offraient. Mais ce que maman n'avait pas prévu, c'est que j'avais toujours la capture d'écran. J'ai tout raconté à Valérie depuis le début, le trajet, la pluie verglaçante, le visage de Chloé derrière la porte entr'ouverte, la fausse visite, la fausse gentillesse, et enfin le message qui a tout fait éclater. Je le lui ai lu lentement, « Maman, Sophie a vraiment cru à tout ça. Oh mon Dieu, on mérite un Oscar. Elle est tellement paix de naïve. » Valérie n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis elle m'a demandé de lui transférer la capture d'écran. Je l'ai fait. Elle a soupiré. A dit qu'elle n'était pas surprise. A dit que Chloé avait toujours été comme ça, privilégiée, manipulatrice, protégée. Elle m'a remercié d'avoir été honnête et m'a dit qu'elle s'en occuperait. Je ne m'attendais à rien de plus. Je pensais qu'elle parlerait peut-être à maman, qu'elle confronterait peut-être Chloé discrètement. Mais dans l'après-midi, il était clair que cela ne resterait pas privé. Mon cousin Thomas m'a envoyé un message, « Je viens de voir ce que Chloé a dit. » Incroyable. Puis tante Sylvie m'a envoyé un message, « Je suis sincèrement dégoûté. Je l'ai cru quand elle a dit que tu étais juste dramatique. » Ensuite, j'ai reçu une demande d'amis de mon oncle David, dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis 10 ans. Un par un, les gens ont commencé à me contacter. Pas par pitié, juste par reconnaissance. Comme s'ils avaient enfin vu ce que je voyais depuis des années. Le soir même, Chloé avait disparu des réseaux sociaux. Son Instagram n'existait plus. Son Facebook était désactivé. Même son Pinterest avait été effacé. Maman a essayé d'appeler d'un autre numéro. J'ai laissé sonner. Le 29, une lettre est arrivée par la poste. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture de papa sur l'enveloppe.
À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier lignée. Il écrivait qu'il ne soutenait pas ce que Chloé avait dit, mais que les familles ne devraient pas se déchirer pour une seule erreur. Il disait que les choses étaient allées trop loin, que le pardon est ce qui fait fonctionner les familles, qu'ils espéraient que je reviendrais à la raison avant la nouvelle année. J'ai plié la lettre et l'ai glissée au fond du tiroir de mon bureau. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Le 30, mon téléphone avait cessé de vibrer. La vague de parents éloignés réagissant à la capture d'écran était passée, mais le silence qui a suivi était différent maintenant. Pas le genre de silence froid et coupable. Cette fois, il semblait mérité. Le réveillon du nouvel an est arrivé. Je ne suis allé nulle part. Je me suis préparé le dîner. Rien d'extraordinaire, juste des pâtes et des légumes rôtis. J'ai versé un verre de vin, allumé une bougie et mis de la musique douce. À minuit, la ville était principalement silencieuse. Pas de feu d'artifice, pas de fête de décompte, juste le faible son de quelqu'un qui jouait de la musique dans le couloir et l'écho de mes propres pensées. Je ne me sentais pas heureuse. Je ne me sentais pas triste, juste propre, lucide. Pour la première fois, j'avais vu tout s'effondrer, et je n'étais pas intervenu pour réparer. Je l'ai laissé brûler. Et honnêtement, le silence était meilleur que tout ce que j'avais pu imaginer. La première semaine de la nouvelle année s'est écoulée en morceaux lents et silencieux. Pas d'appel, pas de courriel, pas même un « j'aime » de pitié sur ma publication du nouvel an de la part d'une des tantes. Au début, j'étais sur mes gardes. Je m'attendais à un grand geste théâtral de ma mère. Peut-être une lettre par la poste ou une visite. Peut-être que Chloé essaierait de me culpabiliser dans un message de groupe. Ou que papa appellerait pour faire son numéro, soyons raisonnables. Mais rien n'est venu. Et honnêtement, c'était presque pire, car leur silence était toujours conditionnel. Comme s'ils attendaient que ça me passe. Comme si je n'étais qu'un caprice qu'ils devaient endurer. Le fait est que je n'étais plus en colère. C'était fini. Vraiment fini. J'ai commencé à faire des choses qui ressemblaient à un nettoyage après un incendie. J'ai trié les vieilles photos sur mon ordinateur, sauvegardé celles qui comptaient vraiment pour moi, supprimé le reste. J'ai retiré leurs anniversaires de mon calendrier, effacé les adresses enregistrées. J'ai même pris un nouveau gestionnaire de mots de passe et j'ai arrêté de partager mes services de streaming. C'était comme si j'enlevais lentement leurs empreintes de ma vie. Puis, le 3 janvier, j'ai reçu un message vocal de maman. Je n'avais pas entendu sa voix depuis qu'elle avait essayé de me calmer après le message de Chloé. Cette fois, elle avait l'air de quelqu'un qui essayait de rester calme lors d'un appel au service client. Elle a dit, « Nous comprenons que tu as besoin d'espace et nous allons te le donner, mais sache que nous sommes toujours disposés à te rendre visite si c'est quelque chose qui t'intéresse. Sans pression, simplement, nous aimerions te revoir. » Comme s'ils étaient généreux. Comme si leur présence était un cadeau dont je devais être reconnaissante. C'est là que j'ai compris. Ils n'avaient vraiment rien compris. Ils pensaient que toute cette histoire tournait autour d'un seul message, un message stupide et cruel que Chloé avait envoyé puis supprimé. Ils ne voyaient pas les années qui avaient précédé, les dizaines d'invitations ignorées, les commentaires chuchotés, la façon dont ils avaient tous tacitement convenu que mon rôle était de donner et de me taire. Je n'ai pas répondu. Le 5 janvier, j'ai reçu un message de tante Valérie. Elle disait que Chloé avait commencé à contacter des gens en privé, essayant de déformer la situation, disant que c'était une blague sortie de son contexte, que j'avais déformé les choses pour lui nuire, que j'avais toujours été sensible. Je n'étais même pas en colère. J'étais presque impressionné. Chloé faisait exactement ce qu'elle avait toujours fait, se poser en victime, me dépeindre comme un problème hyper émotif qui devait être géré. Puis, tard ce soir-là, l'un de mes cousins m'a envoyé une capture d'écran du dernier coup de Chloé. Elle avait posté une longue légende sous une photo soigneusement filtrée d'elle et de ses enfants devant leur sapin de Noël. Quelque chose sur le pardon familial, les malentendus des fêtes, et comment certaines personnes choisissent de rendre publiques des affaires privées quand elles souffrent. Pas de nom, pas de détails, juste assez pour se présenter comme la personne calme, blessée, la mère, la pacificatrice. J'ai regardé ça pendant un long moment, non pas parce que ça faisait mal, mais parce que j'ai enfin vu ce que c'était, du désespoir. Alors j'ai supprimé la discussion de groupe familial pour de bon cette fois. Pas archivée, pas mise en sourdine, disparue. Puis j'ai quitté le Google Drive partagé où se trouvaient toutes les photos de famille. J'ai retiré ma carte de crédit du compte foyer Amazon.
J'ai même résilié leur abonnement à ma réduction pour la livraison de courses, celle qu'ils utilisaient tous mais ne payaient jamais. J'ai fermé absolument toutes les portes, et je ne l'ai pas annoncé. Puis, le 10 janvier, mon anniversaire est arrivé. Pas de message, pas de carte, pas d'appel à contre-cœur, pas de publication de maman me taguant sur une vieille photo floue de mon enfance. Pas même un message de papa qui s'en souvenait habituellement à la dernière minute. Rien. Et je ne peux pas mentir, j'ai attendu quelque chose. Je me disais que je m'en fichais, mais j'ai continué à vérifier mon téléphone tout au long de la journée, attendant de voir un nom apparaître, juste par habitude, peut-être par curiosité, mais il est resté silencieux. Et étrangement, c'est ce qui a finalement donné un sentiment de faim. Pas dramatique, juste définitif. Ce soir-là, 2 de mes amis les plus proches sont venus. Nous avons commandé de la nourriture thaïlandaise, ouvert une bouteille de vin et regardé le pire film que nous pouvions trouver en streaming. Ils m'ont chanté « Joyeux anniversaire » avec les pires harmonies que j'ai jamais entendues. Nous avons ri jusqu'à 2 heures du matin. Et quand je suis finalement allé me coucher, je ne me sentais pas vide. Il ne me manquait pas. La version d'eux que j'espérais qu'ils deviendraient me manquait, mais pas les personnes qu'ils étaient réellement. Et pour la première fois, cette différence ne faisait pas mal. Cela avait du sens. À la mi-janvier, la poussière était complètement retombée. Du moins, c'est ce que je pensais. Les jours étaient devenus calmes d'une manière qui ne me dérangeait plus. Je travaillais, je préparais de vrais repas, je dormais mieux. J'ai commencé à marcher tous les soirs juste pour sortir de l'appartement. Pas de podcast, pas de musique, juste l'air froid et le bruit de mes bottes sur le trottoir. Puis, un soir, de nulle part, j'ai reçu un message de ma cousine Lise. Il disait simplement « J'ai tout entendu. Tu avais raison ». Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fixé le message. Ce n'était pas quelqu'un dont j'étais particulièrement proche. Je l'avais toujours apprécié, mais elle restait en retrait, gardant les choses polies. Qu'elle dise cela à voix haute signifiait quelque chose. Puis d'autres sont arrivés. Un autre cousin a envoyé un message, « Je pensais que tu étais juste distante. Je ne savais pas à quel point tu portais tout ça. » Tante Sylvie m'a contacté directement, je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté de tout ça. Je suis tellement désolé. Même oncle David a appelé, vraiment appelé, et a laissé un message vocal où il admettait qu'il laissait Chloé s'en tirer avec n'importe quoi depuis des années. Un par un, il sortait du brouillard, voyant les choses pour ce qu'elles étaient vraiment. Pas seulement un Noël qui a mal tourné, but un schéma qui existait depuis des années. Chloé ne me manipulait pas seulement moi. Elle s'assurait que tout le monde ait une version de l'histoire qui la maintenait innocente, charmante et incomprise. Et mes parents la soutenaient à chaque fois. Ce n'était pas un sombre secret de famille. C'était juste une lente corrosion à laquelle tout le monde s'était habitué. Vous savez, Valérie m'a dit qu'elle avait complètement cessé de parler à Chloé. Elle a dit qu'elle en avait assez des dérobades, des mensonges, de la façon dont elle jouait la victime dans chaque conversation. Elle ne m'a pas envoyé les détails, mais elle a été claire. Des lignes avaient été tracées. Maman a essayé une fois de plus. Juste un dernier message. Sophie, j'espère que tu es heureuse. Tu as retourné tes cousins contre ta sœur. Je ne sais pas ce que tu penses résoudre avec ça. Je n'ai pas répondu parce qu'elle ne comprenait toujours pas. Il ne s'agissait pas de retourner qui que ce soit contre qui que ce soit. Je n'avais demandé à personne de choisir un camp. Je n'avais pas partagé la capture d'écran au-delà de Valérie. Je n'ai rien posté publiquement. Tout ce que j'ai fait, c'est d'arrêter de les couvrir. Et une fois que j'ai arrêté, les gens ont tout vu par eux-mêmes. La vérité, c'est que je n'avais pas perdu ma famille. J'ai juste arrêté de prétendre que j'avais besoin de cette version d'elle. Chloé, bien sûr, est restée silencieuse. Elle ne s'est jamais excusée, n'a jamais expliqué, n'a jamais rien assumé. Elle a disparu de la plupart des conversations, a cessé d'apparaître sur les photos de groupe que certains membres de la famille partageaient. Et quand elle réapparaissait, c'était toujours superficiel, des photos de ses enfants, des recettes, des mises à jour sur sa forme physique. Mais plus personne ne mettait de « j'aime » ou ne commentait vraiment. Le nouvel an était passé, et maintenant nous n'étions qu'une autre famille qui s'était fracturée au ralenti. J'ai passé le dernier week-end de janvier assise dans un café avec Lise. Nous ne nous étions pas vus depuis presque 2 ans. Elle m'a offert un café et m'a dit qu'elle attendait que quelqu'un dénonce tout ça.
Puis elle a posé la seule question que personne d'autre n'avait posée, pendant combien de temps as-tu supporté ça avant de craquer? J'ai juste ri et j'ai dit, trop longtemps. Ce n'était pas une fin nette. Il n'y a pas eu de confrontation finale, pas d'intervention familiale dramatique, juste le silence d'un côté et la clarté de l'autre. Et c'était suffisant. Ce n'était pas le Noël que je voulais. Ce n'était pas la famille que je pensais avoir. Mais ce que j'ai obtenu était mieux. Je me suis libéré.